La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Je suis Alix de Clap Audio, nous sommes en plein cœur du parc du 26e centenaire à Marseille et je reçois Isabelle et Mathilde pour parler d'enseignement en extérieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je suis Mathilde Sidivar-Caliès du CAIE 83, Conseil d'architecture, urbanisme et environnement du Var, et je suis paysagiste conceptrice de formation. Bonjour, Isabelle Berruyer, donc homologue de Mathilde, mais dans l'Isère, et je suis responsable de l'espace pédagogie du CAIE de l'Isère. Super. On va commencer par une question un peu divers. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au sujet de la classe en extérieur et quel lien avec l'aménagement, l'urbanisme ? Alors, ces dernières années, pour les CAUE, c'est devenu vraiment un sujet au cœur de nos missions, parce qu'on est donc des architectes, urbanistes, paysagistes qui travaillent dans les CAUE. Et ces dernières années, avec la prise de conscience de l'urgence climatique et l'urgence pédagogique, on est venu nous solliciter pour aider à la transformation des cours d'école. Donc ça fait déjà plus de peut-être 5 ans environ que le sujet est vraiment présent dans les CAUE. Voilà, de la même façon, et c'est vrai qu'on partage ces enjeux avec l'ensemble au niveau national, puisqu'on est 93 CAE en France, qui nous permet aussi de mutualiser à la fois les actualités, les ressources. Et ces urgences-là, on les vit chacun et on profite de ce réseau pour recolter justement ces ressources et surtout les retours de bonnes pratiques que chacun peut avoir vécu ou transmettre depuis son département. Voilà, donc sur nos sujets et puis surtout le lien que l'on a en direct avec les collectivités et les différents partenaires départementaux ou régionaux. Voilà. Ok. Et justement, quels sont selon vous et selon les CAUE les bénéfices les plus marquants, les plus concrets de l'apprentissage en extérieur pour les enfants ? Alors je dirais la cour de l'école, mais je dirais comme l'espace public, parce qu'il n'y a pas forcément Enfin, c'est une limite qui est donnée, la cour d'école, mais il y a une approche globale qui est intéressante, qui est en fait le fait d'être entre le dehors, le dehors et le dedans. À l'extérieur, cette cour, c'est aussi à partir des constats qui sont faits, où la cour devient un support d'apprentissage, un support d'épanouissement, d'émerveillement de l'éveil. Mais c'est dans ce support d'apprentissage de prendre conscience que l'on peut tout à fait aborder les programmes, on va dire classiques, mais avec un autre support, et que ce support va permettre un autre épanouissement, va porter des inclusions, par exemple aussi, parce qu'on va permettre à des enfants, peut-être qui avaient certaines difficultés, de pouvoir s'exprimer autrement, de faire autrement, de découvrir. Et on voit aussi tous les impacts, les bénéfices, notamment sur la santé, mais aussi sur la santé physique, mais aussi psychique des élèves. Et là, on a aussi vraiment des retours d'études qui vraiment le prouvent. Et puis, comme ici, avec tous les acteurs que l'on rencontre, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se démultiplier parce qu'il y a vraiment ces retours bénéfiques. Quand on fait des ateliers dans les écoles, quand on est sollicité pour faire des ateliers participatifs pour transformer la cour de l'école, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment la nécessité aussi d'un changement de regard sur ce qu'est une cour de récréation et sur ce que peut être le rapport à la nature au quotidien des enfants. On se rend compte aussi que c'est parfois une vraie difficulté pour les enseignants de considérer ce rapport différemment. Pendant longtemps, la cour, elle était vécue plutôt comme un défouloir et c'était pas un espace vraiment sérieux. Et donc nous, on est présents aussi en tant que médiateurs pour montrer que ça a vraiment du sens et aussi peut-être pour permettre des prises de conscience où la cour, qui est un espace très minéral aujourd'hui, ça n'a plus de sens aujourd'hui en fait. Et on se retrouve avec des élèves qui sont vraiment coupés du vivant. Et là, il y a beaucoup d'études, il y a eu beaucoup, même ces 10 dernières années, de retours d'expérience. On ne peut plus vraiment contredire en fait cette nécessité de remettre les enfants au centre d'un milieu vivant au quotidien. Donc ça, c'est des choses qu'on observe aussi lors des ateliers.
Le constat aussi qu'on peut faire, nous on peut en étudiant, on va dire, l'architecture scolaire à travers les époques, où on voit que ce bâtiment scolaire a vraiment évolué en lien avec les pratiques pédagogiques, et que la cour aussi, elle a évolué, et à un moment elle s'est mise, on va dire, propre, donc avec le coudron qui a amené de la visibilité, de surveillance et de la propreté, donc de l'hygiène. Et le pourquoi, parce que d'autres cours, on va dire, et j'ai eu des échanges hier avec des enseignants qui disaient, mais moi, ma cour, il y a 30 ans, elle était comme on va dire, la cour sauvage vers laquelle on aspire aujourd'hui, elle existait il y a 30 ans. Mais entre-temps, on a répondu à ces enjeux de visibilité, par exemple, et d'hygiène. Donc, c'est pas évident de déconstruire. Hein. Donc, à un moment, c'était la cour idéale, c'était cette cour. Que l'on juge aujourd'hui de cours mortes, on va dire, parce que pas de place à la biodiversité. C'est une cour accidentogène, alors que c'est vrai que c'est un peu le débat entre aujourd'hui une cour, on va dire, un peu terrain d'aventure, et puis cette cour bien propre, bien lisse, mais c'est vrai que quand on glisse sur le coudron, on s'en rappelle, et je pense qu'on a tous en mémoire ces choses-là, et que finalement, c'est aussi des cours qui sont beaucoup, on va dire, pas assez morcelés, dans le sens qui ne facilite pas ou qui n'induit pas une diversité d'activités et d'appropriation en fait de la cour. Donc il y a l'enjeu bien sûr de la végétalisation par rapport aux îlots de chaleur, par rapport à cette biodiversité, mais il y a aussi vraiment le développement de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Donc on voit que c'est vraiment aujourd'hui l'aspiration à des cours multifacteurs. Et c'est là que nous, on œuvre vraiment en étant en lien avec les collectivités, d'expliquer ces choses-là. Parce que les communes sont en charge, on va dire, si on parle de la primaire, des écoles, financièrement ou foncièrement. Mais pour eux, effectivement, le bien-être de l'enfant, c'est mettre des arbres et enlever du bitume. Et là, on vient leur donner tout le complément en fait, du panel des bienfaits de ces cours aussi sur la collaboration, sur ces épanouissements, il y a vraiment tous les autres facteurs dont on leur parle, et aussi aux enseignants qui, certains, pour eux, c'est des évidences, et on en a rencontré beaucoup ici, mais pour beaucoup d'enseignants aussi, oui, mais ils sont paralysés à se dire, oui, mais mon programme, il se fait dedans avec mon tableau, et voilà. Donc là, eux, ils ont besoin aussi de formation, et là, c'est un autre volet aussi de notre mission. Oui, justement. Là, j'ai entendu tous les bienfaits d'une cour justement un petit peu plus vivante, un peu plus riche, avec plus de nature, qui permet aussi une diversité d'appropriation, d'activités, développer la créativité, l'imagination. Et justement, sur la réticence des enseignants que vous venez d'évoquer, avec comment utiliser cette cour justement pour faire classe dehors. Quelles étaient ces réticences, ces peurs, ces craintes, et qu'est-ce que vous leur dites du coup à ces enseignants ? Oui, au départ, il y a beaucoup de freins à lever et de peurs en fait à poser sur la table pour clairement, en effet, accepter qu'elle soit là, parce que là aussi, il y a un changement culturel de rapport au vivant à avoir, et on se rend compte aussi qu'il y a quelque chose d'assez français dans ce rapport au vivant, qui est assez distancé, où ce qui est sérieux est aussi abstrait, et donc a plutôt sa place dans la classe. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire que le rapport de l'adulte, il a vraiment L'adulte lui-même, l'enseignant doit en quelque sorte analyser son propre rapport au vivant pour permettre à l'enfant aussi de l'autoriser à être dehors et à en profiter. Parfois, c'est vraiment des discussions qui permettent des prises de conscience, et ça peut commencer par des petites choses assez simples. Par exemple, dans les transformations des cours d'école, il y a assez souvent, donc c'est ce dont parlait Isabelle, l'idée d'avoir des sous-espaces, d'avoir une diversité d'espaces et plus un espace uniforme d'un seul matériau. Il peut y avoir souvent des îlots en copeaux. Et les copeaux, en fait, permettent, par exemple, dans les écoles maternelles, assez facilement de travailler, par exemple, les mathématiques, de compter avec les copeaux. Donc ça, c'est des exemples qu'on a eus au départ. Et j'ai une petite anecdote de la première rentrée dans une école maternelle où il y avait plusieurs îlots en copeaux comme ça, pour favoriser la coopération, la créativité. On était à l'automne et il y a eu l'idée d'avoir des petites brouettes pour en fait ramasser les feuilles des platanes qui étaient tombées dans la cour. Et assez rapidement après, les enfants ont fait des piscines de feuilles. Et ça, en fait, permettre aux enfants de 3-4 ans de creuser dans les copeaux, ensuite de mettre les feuilles, de collaborer et ensuite de se mettre dedans. Quand les adultes ont vu la joie et l'autonomie que ça favorisait,
ils étaient convaincus en regardant les enfants se approprier même la cour en fait. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez parlé déjà des freins rencontrés à la mise en place de ces types de cours et des classes dehors? Est-ce que vous avez des exemples concrets justement de difficultés rencontrées sur le terrain et de solutions qui auraient été trouvées justement à ces difficultés? Alors oui, moi je vais peut-être prendre un exemple, puisque c'est vrai que c'était un peu contre toute attente. L'accompagnement d'une commune pour la construction d'une école neuve, et donc de sa cour. Et donc c'était il y a moins de 5 ans, donc on imaginait déjà une cour justement avec toutes ces la qualités que l'on pensait vouloir donner, on va dire pédagogique, avec le côté potager, même de l'osier tressé, vallonné. Et en fait, à la rentrée, même si certains enseignants avaient été associés, c'était quand même dans une phase, on va dire, de maîtrise d'œuvre, quoi. Donc tous les enseignants n'avaient pas été associés, et c'est là qu'il y a aussi un vrai sujet d'accompagner, de faire participer, on va dire, les enseignants, les usagers. Cette cour, elle a dû être remodelée parce que l'écueil, là, c'était sur le ménage, où en fait les enfants ils marchaient dans un stabilisé, donc qui ramenait de la poussière, qui ne ramait pas avant quand c'était sur le goudron. La question du ménage a été cruciale, et jusqu'à aller à modifier vraiment la cour qui, elle, était vraiment végétalisée, et y compris de devoir retrouver des sols durs pour les jeux de ballon classiques, parce que quelque part les enseignants et après les habitudes des enfants telles qu'ils l'avaient, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils avaient dans leur ancienne école, ils ne l'ont pas retrouvé. Donc il y a tous ces temps de transition qu'il ne faut pas négliger. Donc ça, c'est aussi vraiment un grand volet de nos actions. Alors soit que l'on fait en direct, soit, puisqu'on est à l'amont, on va dire dans nos cahiers des charges, des bureaux d'études qui vont travailler avec les communes et avec les enseignants, d'avoir ce volet vraiment de participation des usagers. Alors si ça peut se faire bien sûr avec les écoles, mais c'est quand même du temps de séance, et c'est pas quelque chose il ne faut pas le faire à la légère, sinon ça n'a aucun effet. Donc ces cours-là, c'est pas parce qu'on a qu'est-ce que c'est qu'une cour réussie? C'est une cour partagée avec les usagers. Une autre anecdote, on nous a appelé sur une cour, pareil, végétalisée, qui vient d'être terminée. Et les enseignants, c'est la commune qui nous appelle, ne fonctionnent pas. Et en fait, ce qui a juste été oublié, c'était de travailler sur les flux dans la cour, les flux, le lien aussi entre les temps scolaires, périscolaires, et cette question et après, ça a été résolu par des choses extrêmement simples, mais qui avaient complètement été occultées en a priori. C'est-à-dire, quel était le problème exactement? Là où les enfants, de faire on va dire un peu un inventaire des actions. Des actions qui sont réalisées. L'endroit pour jouer, pour se poser, pour les différentes actions en fait menées dans la cour, qui en fait se télescopaient et qui amenaient des conflits ou des railleries, on va dire, entre les élèves. Et par des choses assez simples, ça a été même des barrières légères qui ont été faites pour simplement peut-être dévier légèrement certains parcours. Il y a aussi des plantations qui ont amené des limites, mais sans que ce soit quelque chose d'une clôture pleine. Mais voilà, il y a eu... Mais ça n'avait pas du tout été pensé à l'amont. Donc c'est des choses complexes. Et puis ce lien avec les usagers, il faut voir aussi que les enseignants tournent. Donc ce que l'on monte, des fois on met des années avec des enseignants, des équipes à faire. Le temps que ce soit livré, on change d'enseignant. Et voilà. Et donc ça, c'est un vrai écueil aussi. Et est-ce que justement, il y a une vraie place dans la réflexion et la conception du projet en amont sur le fait de faire classe à l'extérieur? Ou est-ce que c'est pas encore vraiment au cœur des discussions? C'est un vrai souhait. Et en tout cas quand c'est fait, on a la vraie démonstration à la fois de l'utilité et puis de la réussite.
Sauf que je pense que ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Justement, actuellement, là, on est groupé sur à peu près 25 CAUE, puisqu'on rencontre toutes les mêmes actualités, de réfléchir. Donc on a monté un groupe en lien avec la fédération des CAUE pour réfléchir à, on va dire, un peu un mode d'emploi qui est comment s'adresser aux collectivités, aux enseignants, par la pratique, par l'illustration, pour justement parler dès le départ de ces freins, de ces bénéfices, de donner un peu une démarche, une méthodologie. Et on essaye notamment de développer un outil qui permet en fait d'échanger directement lors d'un atelier et pour aider tout le monde à changer de regard et à avancer sur la question des freins pour se focaliser plus sur les solutions, parce qu'en fait des solutions concrètes, il y en a plein à différents endroits et ça a été expérimenté en France mais en fait en Europe, dans le monde. Et le but, c'est vraiment de pouvoir les présenter, se les approprier, et après chaque école en fait teste. Et c'est ça aussi qu'on essaie de mettre en avant, c'est la question du temps et de l'expérimentation, se donner le droit à l'expérimentation. Il y a une école qui va trouver une solution, par exemple à l'histoire des copeaux qui sort des îlots, une école maternelle qui a mis en place la sonnerie des outils. Donc il y a 2 sonneries. Avant la sonnerie de la fin de la récréation, il y a une sonnerie avant où les élèves savent qu'ils vont aller chercher les balayettes et qu'ils vont aller récupérer les copeaux et les mettre dans les îlots. Mais voilà, chaque école va chercher ses propres solutions. Et parfois ça ne marche pas, ça va mettre du temps. Et nous, à ce moment-là, on peut revenir. C'est là aussi où c'est du temps long. Une fois que les travaux sont réalisés, donc ça se passe en général sur une année. Donc en été, les travaux sont réalisés. Et il y a la première rentrée de septembre. Nous, on peut revenir pour faire ce qu'on appelle la charte d'appropriation de la cour. Parce qu'en fait, une fois que les travaux sont réalisés, l'école va devoir s'approprier ce nouvel espace et être inventive et trouver du coup toutes ces petites solutions qui seront propres à chaque établissement. Ouais. Une course, c'est effectivement un aménagement particulier, mais c'est, comme le dit, c'est soit une charte, soit en tout cas quelque chose qui est travaillé avec les usagers pour se donner, alors on va appeler le mot règle, même si c'est des choses extrêmement concertées. Et je sais qu'on a des exemples avec certains CAUE où on a vraiment jusqu'à avoir des conseils d'enfants qui sont en place et même qui perdurent au-delà des enseignants. C'est vraiment les plus grands, par exemple, d'une école qui se rencontrent et une fois par semaine ou une fois par mois, les choses changent. Pour l'espace tel qu'il est, il est un peu multifonction. Il y a une liberté, on va dire, en termes de matériaux et d'aménagement qui permet l'appropriation. Et l'appropriation est décidée par les usagers où on décide, ce mois-ci, on va les jeux autorisés. Voilà, c'est plutôt cela, et ça va leur permettre, et après, de changer. Donc, on change l'usage, et non pas l'aménagement, simplement par rapport à une entente qui est faite par des groupes qui ont été désignés dans les écoles. Voilà. Donc, on a ce système on a ces retours, justement, d'autres CAE. Là, c'est le CAE de Lyon qui nous a fait ce retour, et c'est... Trop bien. Non, mais ouais, en tout cas, c'est très intéressant de constater qu'il y a la partie aménagement concrète, ce qu'on prévoit, et il y a aussi l'appropriation qu'on ne peut pas prévoir en fait, et on peut se tromper, il faut expérimenter. C'est comme ça finalement qu'on arrive à trouver le modèle qui convient pour chaque cours, chaque école, chaque équipe. Et une autre anecdote par rapport à ça, on se rend compte que parfois on arrive dans un établissement scolaire, donc par exemple un collège, et en fait quand des travaux sont prévus dans le collège, on découvre qu'en fait il y avait déjà quelques enseignants qui faisaient classe dehors de manière un peu, pas clandestine, mais assez isolée. Et en fait de pouvoir retisser du dialogue entre tous les enseignants, un enseignant qui va expliquer que il avait déjà commencé à faire cours d'anglais dans le jardin, où tous les élèves qui en fait dès qu'ils passaient le portail ne parlaient plus qu'en anglais et devaient tout nommer en anglais. Ça inspire d'autres collègues qui d'un coup se disent ça a du sens, on croit en cette pédagogie-là, donc je vais aussi essayer. Donc parfois ça permet aussi de mutualiser des pratiques qui existaient déjà dans l'établissement mais qui n'étaient pas forcément connues. On va devoir s'arrêter là, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Est-ce que vous avez des ressources, une étude, un dossier, quelque chose à recommander justement pour que les auditeurs et auditrices puissent, s'ils le veulent, approfondir un petit peu le sujet ? Alors,
sur le site, en fait, alors chaque CAE en fait ont vraiment des ressources. Et je prendrai pour exemple d'ailleurs là où on est, le CAE 13 qui a sorti de façon très récente un guide justement à l'attention des enseignants, des maîtres d'ouvrage pour voir comment commencer cette aventure de la cour d'école. Sinon, au niveau, donc ça, dans chaque département, en tout cas, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur le site directement avec le mot-clé de la cour d'école, de remonter donc au site national, site de la FNCAE, donc la Fédération des CAE, qui vient regrouper encore là des ressources. Et puis dans notre groupe qui s'appelle les cours d'école à la loupe. Donc là, ce sera pour l'automne, où on va donc sortir un livrable qui sera aussi à disposition et en tout cas visible sur le site de la fédération, avec bien sûr en lien avec nos propres sites, sur ce mode d'emploi, ce Vademecum qui est vraiment qui a vocation de partager en fait toutes ces réflexions. Et on voit bien, il n'y a pas une bonne recette, mais il y a en tout cas déjà de la rencontre et du dialogue à avoir en amont, et de voir comment organiser ces dialogues pour ensuite de voir quel est le bon projet en fonction du bon lieu. Voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Donc, je vous invite à partager le podcast une fois qu'il sera sorti et à très vite. Merci. Merci, bonne journée.